Les faux billets se sont multipliés et ont causé des frustrations et des pertes financières, tant pour les utilisateurs que pour les organisateurs. Le faux billet a pris d'or, les arnaques se multiplient. Un billet pour l'un des concerts a même été vendu 18 fois. Voici Léa. Elle est sereine car elle peut désormais utiliser qu'une seule et même application Unique Billet by ID Lab pour ses déplacements et ses activités. Un billet nouvelle génération qu'elle seule pourra présenter grâce à l'authentification visuelle en temps réel. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors, on va avoir face à nous une conférence pendant 1h30 jusqu'à 13h intitulée Revenu Management 3.0, la billetterie au cœur de la génération de revenus pour les acteurs du sport et des loisirs. Donc il va sans dire que je pense que vous êtes pour l'ensemble des professionnels du secteur et que vous avez conscience du contexte aujourd'hui dans le sport et dans le divertissement, une baisse des subventions et du soutien des pouvoirs publics, dans le sport notamment la crise des droits télévisés qui vient faire perdre tout un pan du modèle économique et le fragiliser. Alors aujourd'hui et depuis la reprise à la normale post-Covid, on se rend compte que les revenus match-day jouent un rôle de plus en plus important dans les modèles économiques des clubs, des organisateurs d'événements, des parcs d'attractions, de tous ces acteurs du sport et du divertissement, et voire même de la culture, qu'on peut rentrer dans le divertissement, et qui aujourd'hui ont besoin de continuer à se développer et de se solidifier pour rester un de ces piliers qui se maintient depuis tant d'années malgré les changements de contexte économique pour être au cœur du modèle des clubs. Enfin des clubs, pardon, mais c'est mon côté sportif qui prend le dessus, mais des clubs, mais aussi des théâtres, des cinémas, de tous ces acteurs. Donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir autour de la table tous ces intervenants que vous allez avoir devant nous. Je vais les présenter peut-être un par un. Sophie Ferraz de la Compagnie des Alpes. Alors vous exploitez, vous êtes le 4e exploitant de parcs d'attractions, de parcs à thème, pardon, en Europe, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de ce que vous faites pour la Compagnie des Alpes, de quel rôle elle joue dans ces parcs à thème aussi, et de la manière dont le revenue management vous intéresse au quotidien? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, Compagnie des Alpes, c'est une société qui est phare dans le secteur des loisirs. Moi, j'accompagne les parcs sur la partie... j'accompagne essentiellement les parcs de loisirs et je les aide à déployer l'ensemble de leurs outils liés notamment au business et aux revenus. Donc, la billetterie est au cœur, que ce soit de la billetterie, du CRM, de l'hébergement, par le biais de chefs de projet assez classiques ou par le biais d'une Digital Factory qu'on a conçue en interne avec des développeurs pour monter notre propre e-commerce. Donc la tarification dynamique, elle est vraiment au cœur. Merci. À côté de vous, Jules Delisle, du coup de Eventory by Wiremind. En tout cas, vous êtes un opérateur de billetterie, vous, donc vous avez un autre rôle à jouer. On attend peut-être la fin de la... Vous avez un autre rôle à jouer du coup autour du revenu management, c'est que vous accompagnez les acteurs, les ayants droit notamment, dans la mise en place de leur stratégie de revenu management grâce à un outil que vous possédez et que vous déployez.
Oui, tout à fait. Chez Wireman, l'expertise de Wireman depuis plus de 10 ans maintenant, c'est le revenu management sur diverses industries, qui a dans un premier temps été déployé sur l'industrie du transport, et qui, depuis 3 ans, chez Wireman, 4 ans maintenant, bientôt, on adresse ça sur la verticale sport événementiel via une billetterie qui va adresser la partie métier traditionnelle de la billetterie que tout le monde connaît, et en prenant ce virage, en accompagnant les ayants droit, comme tu le disais, sur le virage du RM, et avec toute cette expertise qu'on a des autres industries et qu'on peut reproduire en outillant, en accompagnant correctement les clubs et tous les acteurs sport événementiels. Et donc c'est bien Hugo Messica et pas Jules Delisle, hein, excusez-moi, mais j'avais préparé mes fiches un peu trop tôt. Pascal, vous êtes chez RevBelk, vous étiez connu à l'époque comme NNC, c'est ça? Vous êtes le fondateur de cette solution qui a pour objectif d'accompagner je ne vais pas dire les ayants droit parce que vous êtes un peu plus large, vous allez aussi sur de l'hôtellerie et d'autres acteurs comme ça, pour les accompagner dans la mise en place de stratégies de revenue management, en ayant aussi bien une brique conseil qu'un outil vraiment dédié à cet effet. Oui, bonjour à tous. J'ai en effet fondé RevBelk, anciennement NNC, et depuis 12 ans, notre mission est d'accompagner des entreprises, de la billetterie, mais pas que, dans toute leur problématique de revenu management, avec 2 offres. Une offre outillée, notre plateforme logicielle RevBelk, et puis une offre de conseil et de formation. Et ça fait plaisir de voir que il y a une dizaine d'années, nos secteurs phares, c'était l'hébergement et les transports. Et depuis 3 ou 4 ans maintenant, la billetterie est à peu près au même niveau de demande. Et dans toutes ses composantes, des parcs de loisirs, des théâtres, des clubs de foot, mais aussi du bowling, ou d'autres secteurs, des musées. Et du coup, ça fait plaisir de voir que ce secteur est en pleine ébullition et en pleine demande de solutions de revenu management. Thibaut Jaillet, vous êtes le directeur des revenus du Paris Saint-Germain. Les revenus, c'est quelque chose d'extrêmement important dans un club parce que ça permet de payer des joueurs pour aller gagner une finale de Champions League, on l'espère bientôt. Le Paris Saint-Germain, c'est une référence dans la génération de revenus aujourd'hui. Vous avez un stade qui est assez petit, si j'ose dire, par rapport à votre taille et vos concurrents. Vous avez 48 000 places, si je ne dis pas de bêtises, et vous arrivez à générer 400 millions d'euros de revenus match-day par saison, c'est ça? Non, c'est beaucoup moins quand même. Ah, pardon. Beaucoup moins. Oui, effectivement, donc, je suis responsable des revenus au Paris Saint-Germain depuis 8 ans. Le RM, ça n'existait pas au PSG, ça existait dans pas beaucoup d'infrastructures sportives. Et effectivement, quand on a voulu avoir des recettes un peu consolidées pour pouvoir avoir un modèle économique sain, il a fallu aller chercher des sources de revenus qui étaient un peu plus solides. La billetterie en fait partie. Et la billetterie, comment on l'exploitait? Il y avait la recherche de data et il y avait l'optimisation du chiffre d'affaires par le revenu management. Donc aujourd'hui, nous, on a quatre gros sports dans lesquels on est. On a le foot masculin, foot féminin, le hand, et on fait des visites de stade aussi, qui sont autant de sources de revenus possibles, avec autant de problématiques différentes. Comme vous le disiez, le Parc des Princes, il est plein depuis 168 matchs, mais ce n'est pas encore le cas de Coubertin, ce n'est pas le cas de nos autres infrastructures, et on doit développer un petit peu le business model des visites. Donc plein de challenges pour le RM. Et vous, Olivier, du coup, Lazzarini, vous êtes chez Stage Entertainment, qui possède de nombreux théâtres en Europe, et notamment le théâtre Mogador à Paris, qui est très connu pour accueillir le Roi Lion depuis des années. Le Roi Lion, si je ne dis pas de bêtises, c'est 112 millions de spectateurs dans 25 pays, c'est ça? Du coup, vous, votre problématique va plutôt être liée à comment est-ce qu'on vend le même produit dans la durée, tout le temps de la même manière, et en essayant d'optimiser ses revenus grâce à ça, n'est-ce pas? Absolument. Alors, bonjour à tous. Nous, on n'est pas tombé dans le revenu management quand on était petit. On a croisé le chemin de NNC il y a 3 ans et demi et on s'est initié. On a 320 représentations par saison sur le théâtre Mogador, ce qui est assez énorme. Et donc, le revenu management est à la clé de nos revenus, particulièrement post-Covid, où on a vu nos coûts augmenter. Et donc, il a fallu aussi qu'on compense par des revenus supplémentaires. Et puis, en bon savoyard,
les hautes saisons, basses saisons, c'est quelque chose qui me titillait, donc on a mis ça en place pour notre plus grand profit. Super, merci beaucoup à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors le revenu management, c'est quelque chose qu'il faut comprendre sous un double prisme. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est un outil qui va permettre de remplir des salles, qui va permettre de générer des revenus conséquents pour les clubs, pour les théâtres, pour les parcs à thème, etc. Mais il y a aussi une autre approche qui est que dans un second temps, c'est un outil de gains marginaux. C'est un outil qui va nous permettre, une fois qu'on a atteint un certain palier, d'aller chercher des manières d'optimiser ses revenus peu à peu et d'augmenter le panier moyen du consommateur. On va s'intéresser dans un premier temps à cette première pierre, disons, de l'édifice, qui est de réussir à remplir quand on est un club ou quand on est un théâtre. Jules, comment est-ce que les solutions de billetterie telles que la vôtre aujourd'hui jouent un rôle là-dedans auprès de ces opérateurs pour essayer de remplir et pour leur permettre de mettre en place des outils et des produits qui sont pertinents pour aller remplir leur jauge et pouvoir vendre sur le long terme? L'élément le plus important aujourd'hui, c'est de donner accès à l'information. C'est-à-dire qu'avant même de parler d'opérations de revenu management avancées, de recommandations de prix, de choses comme ça, le B.A.-ba, c'est déjà d'avoir de la donnée en temps réel et de la mettre à disposition correctement pour prendre les bonnes décisions, pour faire de l'aide à la décision, voilà, mettre des choses comme ça en place. Et donc c'est ça qu'on propose, c'est ça qu'on apporte. Ensuite, on rentre dans des choses un peu plus customisées, où on va permettre par exemple de lever des alertes, de guider l'utilisateur pour optimiser. Tu prends l'exemple de l'optimisation du remplissage, effectivement, tu peux avoir une catégorie qui va super bien performer, en parallèle, tu as un virage qui ne se remplit pas, il y a des actions à prendre, et en fait, c'est d'inverser un petit peu la tendance et de devenir plus proactif que spectateur de ton remplissage pour prendre des actions en cours de vente et anticiper un maximum et apprendre aussi de tes événements passés pour mettre en place ta stratégie à venir. Thibaut, vous parliez du Paris Saint-Germain handball et Paris Saint-Germain féminin par exemple. Comment est-ce que vous utilisez des outils tels que celui d'Hugo ou est-ce que vous arrivez à développer des nouveaux produits qui sont spécifiques pour remplir et qui ne sont pas forcément applicables au Paris Saint-Germain masculin, tel que vous pourriez l'avoir au Parc des Princes, qui a d'autres problématiques de remplissage? En fait, déjà, je sépare vraiment Coubertin pour le handball et les féminines, parce que déjà, il y a le produit, sur quel produit on est. Il est très difficile aujourd'hui pour notre équipe féminine de déterminer un produit. On a joué dans plusieurs stades, on peut jouer à la fois au Parc des Princes qui a 40 000 places, et à la fois notre centre de formation qu'on a moins de 1000, 700. Donc en fait, avant tout ça, il faut établir des stratégies claires à long terme pour pouvoir établir une vraie stratégie de revenu management. Donc le revenu management arrive un peu après, et aujourd'hui pour les féminines, on n'en fait pas du tout, parce que justement, on est en train de lutter pour avoir un stade bien défini sur lequel on peut établir une stratégie de long terme. Pour le handball, c'est un peu différent. On a une salle de 3000 places à Coubertin. On commence tranquillement à faire un peu de RM, parce qu'on a nos habitudes, on commence à connaître un petit peu le business. L'équipe est plutôt stable aussi, le produit handball est plutôt stable chez nous. Et donc du coup, on commence tranquillement à poser les premiers jalons de revenu management, à regarder nos datas. On va s'outiller là très rapidement pour justement avec Eventory pour voir davantage nos métriques et faire du RM, mais c'est du tout petit RM. Hugo, vous, du coup, de ce que dit Thibaut, vous avez un vrai rôle à jouer finalement dans fournir la data, permettre au club de l'exploiter et ensuite potentiellement avoir un rôle plutôt dans la partie CRM, de la réexploiter dans le sens aller toucher des nouveaux consommateurs pour permettre de remplir, c'est ça? Pas totalement sur la partie CRM. Sur la première partie, oui, clairement. C'est ce que je disais, la partie temps réel, la partie mise à disposition. Enfin, aujourd'hui, il y a encore énormément d'acteurs qui fonctionnent avec des fichiers Excel, qui vont faire des exports, faire du post-traitement. Donc, il y a cette partie-là, gain de temps, mise à disposition, prémâchage un petit peu de l'information. La partie CRM, après,
pour le coup, je pense que Thibaut répondrait mieux que moi sur cette partie-là, mais c'est plus de la coordination parce que ça va être des équipes différentes. Je pense que Thibaut, dans son travail au quotidien, il va pas forcément avoir directement, il va synchroniser, mais cette partie revenu, elle va plus influer sur, in fine, la grille tarifaire, les tendances de vente, les ouvertures de vente. Enfin, voilà, ta stratégie de revenu, elle va être en symbiose avec la partie CRM, certes, mais elle va pas forcément l'impacter directement. Ok, merci. Pascal, vous traitez avec d'autres acteurs, par exemple des hôteliers ou autres. Eux, pour le coup, vos solutions leur permettent de vraiment contribuer à remplir en vendant par exemple une nuit de plus en basse saison ou en trouvant des moyens d'accompagner ces acteurs dans l'optimisation de leur inventaire et de son utilisation. Alors d'abord, vous avez raison, avant de trier la demande, il faut s'assurer d'un bon remplissage. Et même si c'est les équipes commerciales et marketing qui sont en première ligne pour générer de la demande, le revenu management n'est pas démuni sur ces sujets. Et notre travail, c'est d'outiller, de fournir des leviers tarifaires aux équipes commerciales et marketing pour remplir d'abord, avant de pouvoir aller chercher du prix moyen. Et les différents leviers qu'on peut avoir pour stimuler le remplissage, ça peut être du pricing dynamique pour commencer bas sur les prix et inciter les clients à réserver tôt. Quand on a le même prix à J-30 ou à J-2, on n'a pas intérêt à réserver à J-30. Peut-être que du coup, on arbitre et on fait d'autres choix. Donc pour capter cette demande-là, on peut partir bas sur les prix, c'est un des leviers. Et puis, il y a bien d'autres leviers d'enrichissement de grilles tarifaires où on peut aider les entreprises à définir des produits tarifaires moins chers, qui sont segmentés. Ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être pour les enfants et pas pour les adultes. Ça peut être sur un parc de loisirs des billets famille qui sont moins chers dès lors qu'on est 4 ou 5. Ça peut être sur la durée de séjour. Quand on reste 2 jours, ça coûte moins cher que quand on reste 1 jour. Donc tous ces leviers qui permettent de segmenter la demande et d'adresser éventuellement des prix bas pour d'abord remplir et ensuite fermer des canaux de vente, monter les prix, fermer des produits tarifaires pour aller chercher du prix moyen. C'est des logiques qui permettent de combiner les deux, du remplissage d'abord, avec des leviers plutôt pricing, et ensuite du yield management pour aller chercher du prix moyen. Sophie, vous travaillez avec RevBell, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on travaille avec les équipes de Pascal, qui nous accompagnent depuis quelques années maintenant, qui nous ont fait certaines recommandations qui ont eu un certain succès, donc on conserve aujourd'hui, parce qu'elle continue à nous accompagner à la demande des parcs et des revenus managers de la Compagnie des Alpes. Moi, je pense qu'en fait, de tout ce qui a été dit, alors, côté parc de loisirs, on est un peu des espaces ouverts, on est ouvert de plus en plus longtemps, pratiquement toute l'année pour certains parcs. Effectivement, je rejoins Pascal, le premier objectif à avoir pour nous, c'est d'asseoir notre matelas de fréquentation, c'est-à-dire être sûr que on est à des niveaux qui nous permettent un certain point zéro, on va dire, de revenus par rapport à nos coûts de fonctionnement. Après, c'est toute une gymnastique à avoir en fonction des canaux, de la façon dont vous commercialisez ces différents canaux. Donc il y a une stratégie de revenus qui va être basée sur une stratégie de distribution. On ne va pas donner les mêmes offres, les mêmes prix au même moment à l'ensemble de nos partenaires. Il faut savoir jongler, il faut savoir aussi bien positionner ces différentes campagnes de prix, parce qu'il ne faut pas que lorsque vous sortez une offre sur, je sais pas, un net player en vente flash par exemple, il ne faut pas que ça vienne cannibaliser d'autres canaux au même moment qui pourraient mettre en péril un revenu que vous attendiez, que vous aviez vu dans votre stratégie de pricing. Donc il y a toute une gymnastique, ça c'est le rôle du revenu manager dans nos parcs. C'est aussi par rapport à ça que les équipes de Pascal nous accompagnent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, et on en parle peu, la bonne connaissance, la bonne compréhension de votre offre commerciale par rapport à vos clients.
Et parfois, quand vous vous promenez sur des sites internet pour acheter un billet de concert, de musée, de parc, vous êtes confronté à une offre en ligne et vous comprenez rien en fait, parce que vous savez pas s'il faut acheter un billet simple, un billet un jour, un billet 2 jours, c'est quoi le moins cher, est-ce que je peux avoir ma restauration, comment je fais pour avoir un coupe-fil, enfin voilà, il y a toute une gamme d'offres assez importante, notamment sur nos parcs. On se dit un peu les épiciers du loisir, nous, parce qu'on vend du retail, du food, des coupe-fils, du parking et plein d'autres choses dans nos hôtels, même si la billetterie reste au cœur du revenu. Donc c'est toute cette compréhension et cette découverte de l'offre que le client doit comprendre vite pour acheter mieux. Et ça, c'est tout un travail qu'il faut faire avec vos clients et que nous, on fait avec nos clients en faisant des tests utilisateurs, savoir comment ils comprennent nos produits, les libeller nos produits. Parfois, c'est pas compréhensible. Un billet, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Un billet futé qu'on a dans l'ensemble de nos parcs. C'est quoi un billet futé en fait? Ça veut dire quoi? Ça a l'air sympa, c'est futé, mais en fait, c'est futé en quoi? Par rapport à un billet daté, par rapport à un billet flex qu'on peut changer, une fois, 2 fois, autant de fois qu'on veut, avec frais, sans frais. Est-ce que si je veux venir y greffer un hébergement, c'est quoi le mieux? C'est quel hôtel qui me va le mieux? On me propose de la restauration, mais en fait, est-ce que si je l'achète sur place, finalement, je vais le payer le même prix, ou est-ce que j'ai intérêt à l'acheter longtemps à l'avance? Sachant que plus on achète longtemps à l'avance, plus on a tendance à oublier un peu ce qu'on a acheté, comme tout bon consommateur. Et donc, effectivement, on est plus à même d'augmenter et d'enrichir son expérience quand on fait notre visite, qui est aussi un revenu, puisque là, on va pouvoir se payer une petite glace, un petit souvenir, et un truc qui va faire qu'on a mis un petit peu en plus pour l'expérience. Donc, les leviers, la stratégie de distribution, la stratégie de promotion, votre plan de promotion doit être calé sur votre stratégie de distribution, et puis accompagner aussi, ce que disait Pascal, l'ensemble des forces commerciales et marketing, pour que quand ils sont face à un client, notamment B2B, parce que nous, on est très intermédiés par les CSE, le commercial qui est en face et qui est là pour vendre sa billetterie sache jusqu'à où il peut aller, quels sont ses leviers pour récupérer le business. Voilà. Donc ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que le revenue management a quand même un côté assez risqué qui est de perdre un peu de lisibilité de l'offre en cas de trop forte concurrence entre différents produits voués à optimiser ses revenus et qui peut aussi finalement faire perdre un certain engagement de la part du consommateur. Engagement, compréhension, et puis finalement un peu la valse des prix qui fait qu'il se dit on est en train carrément de se moquer de moi en fait. Je pense que certains d'entre vous ont vu le Capital de dimanche, on en parlait tout à l'heure avec Pascal, c'était justement sur ces fameux leviers de tarification dynamique. Oui, il faut que ce soit clair, il faut que chaque métier et chaque visiteur ou chaque client sache ce qu'il a le droit de vendre et ce qu'il a en main pour acheter le meilleur produit étant pas forcément le moins cher, meilleur produit étant le produit qui me correspond en tant que consommateur. Et effectivement, il y a des gens qui sont à la recherche du prix, donc le prix le plus bas, mais il y a des gens qui vont être aussi à la recherche d'un produit plus. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on a une gamme de produits premium, parce que ceux-là, on ne va pas y toucher, c'est des gens qui sont prêts à mettre le prix pour avoir une expérience optimum. Donc on ne va pas les orienter de la même façon, on ne va pas leur mettre en avant ces offres de la même façon. Et tout ça fait du revenu. D'accord. Et dans les parcs à thème, je suppose que c'est quelque chose qui est quand même assez concurrentiel, parce que ce qu'on a à l'esprit, je ne connais pas les parcs à thème, donc je me permets de poser une question qui est peut-être naïve, mais ce qu'on a à l'esprit, c'est que le plus fort remplissage se passe pendant les vacances scolaires, par exemple, quand les gens viennent en famille, et du coup, il y a un fort sujet de concurrence entre les différents parcs, parce que moi, j'habite dans le sud de la France, par exemple, tout le monde monte à Disneyland, mais personne ne va au Futuroscope, parce que c'est pas sur le Ouigo. C'est un tort. Et du coup, ma question, c'est un peu de dire aussi à quel point est-ce que tous ces leviers tarifaires, etc., vous les exploitez dans un cadre concurrentiel et non pas dans un cadre juste de remplissage. Mais est-ce que vous essayez d'aller... Est-ce que l'enjeu, c'est d'aller capter des publics qui sont captables par d'autres parcs, ou est-ce que c'est d'aller capter des nouveaux publics tout court qui ne sont pas forcément liés au parc à thème et les pousser à venir franchir ce pas en consommant grâce à des produits attractifs? Alors...
Oui, forcément, on va aller regarder ce que fait la concurrence et bien connaître sa concurrence, c'est aussi bien connaître son marché et c'est aussi bien positionner son revenu derrière. Donc oui, on va aller chercher ce qui se fait à la concurrence. On n'est pas à la chasse des visiteurs de nos concurrents, le but c'est pas ça. Nous, Compagnie des Alpes, notre KPI principal, c'est la très grande satisfaction. C'est aussi là-dessus qu'on jauge la qualité de nos parcs entre eux et par rapport à la concurrence aussi. Hein. Donc on ne va pas forcément dégrader une expérience pour avoir du revenu, parce qu'en fait, dégrader une expérience, votre visiteur, il ne revient pas. Donc on va peut-être aller chercher des clients du Puy du Fou, par exemple, parce que c'est un de nos plus gros concurrents, ou de Disney. On va regarder ce que fait Disney, mais typiquement Disney a sorti un changement de prix à l'heure, je crois, il n'y a pas très longtemps. Ils se sont fait abattre par la presse. On n'a pas copié, enfin, ça ne sert à rien. Il ne faut pas surréagir non plus quand on est face à des concurrents qui baissent un prix drastiquement. Et pour revenir sur la partie saisonnalité, haute saison, oui, on a des fortes saisons. On avait avant une période estivale qui était très haute. On a une haute saison maintenant qui se dessine, c'est Halloween. Halloween, notre problème, c'est qu'on a 15 jours et Halloween, c'est Halloween. On ne peut pas le mettre à Pâques. Et donc, c'est une stratégie à part Halloween pour faire du revenu supplémentaire et intelligent. Olivier, vous, la concurrence, c'est un sujet un peu délicat dans le sens où oui, il y a une énorme concurrence par rapport au théâtre à Paris avec toutes les offres de divertissement qui existent et peut-être même que Thibaut est un de vos plus gros concurrents certains soirs de match. Mais en réalité, vous avez développé un produit qui se veut très attractif, qui a une notoriété qui est exceptionnelle, si j'ose dire. Vous, votre ambition, c'est quoi? C'est d'essayer de le vendre le plus longtemps possible. Et donc ça passe par quel mécanisme? Faire revenir les gens qui l'ont déjà vu ou aller encore toucher des nouveaux publics? Parce que le public parisien, mais aussi international, je suppose, pour le Roi Lion, est infini, si j'ose dire. Vous avez répondu à tout. En termes de concurrence, la concurrence, elle est vaste. Un dîner entre amis, c'est de la concurrence. Un billet pas cher pour aller à Dublin, c'est de la concurrence. Alors, pas tellement le parc, parce que j'étais intervenu devant les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 il y a quelques temps. En fait, on est complémentaires. C'est-à-dire souvent, nos visiteuses, je devrais dire, on n'est pas dans le cliché, sont souvent les partenaires ou les conjoints de ceux qui vont au parc. Donc, on est dans des systèmes de transactions entre... bon, allez, je viens de voir avec toi le Roi Lion, mais tu me laisses aller voir le match avec mes copains. C'est les études qui le disent, hein, c'est pas un propos sexiste. Non, la concurrence, elle est vaste. D'où on est dans un modèle, effectivement, d'avoir un spectacle unique dans un lieu unique. Alors l'international, moyennement, parce qu'on joue en français et que le Roi Lion se joue à Hambourg depuis 24 ans, à Madrid depuis 14 ans, à Londres depuis 25 ans, à New York depuis 26 ans. Vous le rappeliez, 112 millions de spectateurs. Donc, ce n'est pas sur ces leviers-là qu'on joue. Le principal enseignement qu'on a tiré de nos premiers échanges avec Revbel, on avait 6 catégories et se remplissaient très vite les catégories les plus hautes et les catégories les plus basses. Et puis au milieu, c'était un peu le ventre mou. Le premier enseignement, ça a été démultiplions les catégories, créons des catégories supérieures, un peu comme se disait Sophie, mais aussi permettons à des gens qui aujourd'hui achètent les premières catégories, mais qui n'en trouvent pas finalement parce qu'assez vite ça part, en leur donnant des catégories intermédiaires. On est passé de 6 à 11 catégories et on s'est aperçu que des gens qui avaient 25 euros, qui voulaient dépenser 25 euros, étaient capables de monter à 30, mais pas à 35. Et ça a été un levier extraordinaire de croissance. Donc oui, faire durer le plus longtemps, conquérir. On a 1,7 million de billets vendus depuis novembre 2021. On a encore un peu de marge en France et dans les pays francophones. Faire revenir, bien sûr, et je fais écho à ce que disait Sophie, il faut qu'on trouve des appellations. Moi, je les appelle les récidivistes, un côté un petit peu négatif, mais il faut qu'on trouve une appellation où les gens comprennent que s'ils reviennent, il y a un intérêt. Donc oui, c'est faire inciter à la revisite. On a encore du boulot, parce que les gens se disent bon, j'ai vu le Roi Lion une fois, j'ai pas besoin de le revoir 2 fois. En plus, on a un problème, c'est que le parc a aussi un Roi Lion qui n'a rien à voir avec le nôtre, si ce n'est que c'est quand même le Roi Lion. Et donc les gens parfois
combine un petit peu les deux. Là où le parc, on peut y aller peut-être plusieurs fois dans une saison. Nous, c'est le même spectacle. Donc oui, on a un vrai enjeu là. Et vous parliez rapidement de ces publics, de cet overlap qui peut exister entre différents produits concurrents. Est-ce que, question un peu pour vous deux, est-ce que il y a des opportunités aujourd'hui de cross-selling qui sont exploitées par vous ou par des acteurs similaires que vous pensez être pertinentes dans le cadre d'optimisation du remplissage ? Mais vous pouvez rester. Oui, on fait de plus en plus de partenariats. Alors, on a fait avec le parc, puisque une fois qu'on est venu voir le Roi Lion à Mogador, ou une fois qu'on est allé au parc, finalement on peut aller ailleurs. Mais on le fait de plus en plus avec des acteurs d'autres domaines qui attirent aussi des masses, ne serait-ce que pour mettre nos bases de données en commun et essayer d'offrir des packages où, comme je disais, on est dans de la transaction au sein des familles. Sur nos produits PSG, juste sur le Stadium Tour, on va pouvoir essayer de faire un peu de cross-selling parce qu'on a un produit de visite où on voudrait packager avec d'autres éléments de visite parisiens. C'est le seul élément sur lequel on travaille puisque les autres produits sont quand même très niche sport et que aussi souvent le prix d'un billet pour aller voir un match de foot masculin se suffit par rapport à une autre dépense particulière. Dernière petite question sur ce premier bloc, si j'ose dire, et peut-être toujours pour vous, Thibaut. Pascal a évoqué très brièvement, mais de manière très intéressante, l'enjeu de la trésorerie aussi dans le revenue management. À quel point est-ce qu'aujourd'hui, ça vient dicter, vos ventes de billets ? On sait que pour les clubs de foot, c'est très important la trésorerie parce qu'il y a une très grosse masse salariale à payer et qu'à la fin de l'année, on est toujours à zéro, entre guillemets. À quel point est-ce qu'aujourd'hui, ça vient dicter les produits et la temporalité de commercialisation que vous lancez de ces produits, justement ? En fait, c'est essentiel, mais nous, on essaie de prendre le problème à l'envers. C'est que dès la construction budgétaire, on embarque un budget qui est tamponné par l'actionnariat. Et comme on a créé ce budget, comme on est en maîtrise des produits qu'on souhaite commercialiser, des temps de commercialisation et notre gamme, on n'est pas challengé au fur et à mesure de l'année, mis à part le fait qu'on veut toujours optimiser notre chiffre d'affaires. Mais le gros challenge est de proposer un budget qui est tamponné par notre actionnariat et qui est à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, sachant que, comme vous le savez, dans la dimension sportive, il y a de l'émotionnel aussi, qui n'est pas forcément anticipable, sachant qu'on fait un budget, on démarre le budget en décembre, qu'on le présente sur les premiers mois de l'année, et que, comme vous le savez, les compétitions durent jusqu'à la fin du mois de mai, et on a une fenêtre de mercato l'été, qui peut avoir une énorme influence sur la demande sur nos produits. Merci à tous. Je vous propose de passer du coup à la deuxième phase de cette conférence qui est de parler, on part de l'hypothèse que notre inventaire a été complètement vendu. D'accord ? Maintenant, on voit le revenue management comme une manière d'optimiser ses revenus, de faire des gains marginaux. C'est le 1% qu'on va pouvoir aller chercher en plus. Pascal, vous, c'est votre spécialité d'accompagner les acteurs qui sont pleins aussi dans l'optimisation. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer quels sont les différents leviers sur lesquels vous agissez de manière assez claire pour que tout le monde puisse comprendre aujourd'hui le revenue management en termes d'optimisation, si on doit retenir 4 points, lesquels c'est ? Les leviers pour aller chercher du prix moyen une fois que le remplissage est assuré, il n'y en a pas 50. Il y a le prix d'abord, et on parle beaucoup de tarification dynamique, c'est un des leviers. Plus on va se rapprocher de l'événement, et plus le stade ou le théâtre va se remplir, et plus on peut aller chercher du prix moyen sur les quelques places qui restent. C'est le premier levier. Et puis les autres leviers, c'est comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, de fermer à la vente des produits promotionnés, des produits remisés, de fermer des canaux commissionnés qui peuvent dégrader la marge parce qu'ils ont un taux de commission, et de fermer tous les produits tarifaires qui sont en bas de la grille. Plus on a une grille tarifaire riche, plus on a une distribution riche, et plus on peut aller chercher en fin de commercialisation tous les produits qui sont les plus rémunérateurs.
Et du coup, le travail du revenu management, c'est de faire des prévisions sur ces différents axes de segmentation et d'aller chercher les possibilités de ne remplir qu'avec les produits les plus nobles et les plus rémunérateurs. Donc ça suppose d'avoir effectivement de la data, des prévisions, de bien sentir les tendances et de savoir à quel moment on peut fermer des promotions, fermer des produits d'entrée de gamme, augmenter ses prix pour aller chercher le pourcent ou les 2% en fin de commercialisation. Donc l'ambition étant, et peut-être que le terme revenu management n'est pas forcément adapté finalement, c'est peut-être plus du margin management, c'est se dire en ayant les mêmes coûts fixes, aller optimiser le chiffre d'affaires qui rentre en face et du coup développer un peu plus notre marge plus que nos revenus. Oui, bien sûr, en fin de commercialisation, quand on va chercher du prix moyen, ça descend en bas de page, hein, c'est de la marge pure. Quand on est capable d'arbitrer sur les 5 dernières places ou 20 dernières places dans un théâtre, bah, si on vend plus cher, le prix moyen qu'on va chercher, c'est de la marge. Olivier, vous nous avez parlé un peu de ce sujet des catégories sur lesquelles vous avez joué. Ça fait partie aussi de cette opportunité de revenu management, une fois qu'on est plein, de jouer sur ces catégories, de jouer sur les tarifs par catégorie, mais aussi potentiellement de créer de la rareté par catégorie pour rabattre sur d'autres types de catégories. Est-ce que aujourd'hui vous changez votre inventaire entre différentes... par exemple, la catégorie 1 qui peut faire 200 places un mercredi, est-ce qu'elle peut en faire 400 un samedi, par exemple? Est-ce que vous utilisez ces leviers au quotidien? Alors pas encore. On est un peu bridé par notre outil de billetterie qui nous empêche de faire ça, mais ça devrait changer en fin d'année. On joue pas tellement la rareté, enfin on joue la rareté par défaut parce qu'on est à 97% de remplissage sur les 4 premiers mois. Donc on a plus du mal. Donc on est plutôt dans la logique qu'évoque Pascal, c'est-à-dire d'aller chercher des euros supplémentaires. L'un des enseignements de notre confrontation avec Revbel, ça a été aussi de déclencher des prix supérieurs plus tôt qu'on ne le faisait par rapport à un taux de remplissage. Avant, on attendait d'avoir 60-70% de remplissage pour déclencher des augmentations. Aujourd'hui, Revbel nous a démontré qu'à partir de 30%, on pouvait commencer à se poser la question. Donc on a mis en place, avec ma complice qui est dans la salle, Marie-Laure, des grilles qu'on va appliquer. Et puis, en fait, on fait pratiquement pas de promotion. On en a une dans l'année qui est de Black Friday, qui est réservée pour notre canal. Et c'est tout. En fait, on est plutôt vers le haut que vers attirer les gens par le bas. Hugo, vous, les outils, vous jouez un rôle clé là-dedans. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ces outils se sont transformés ces derniers temps, comment vous, chez Eventory, vous avez transformé aussi votre outil pour répondre à ce besoin de flexibilité, ce besoin d'adaptation, peut-être de dernière minute aussi, d'avoir des leviers sur lesquels jouer pour optimiser son revenu management? Il va y avoir deux choses. La première, c'est bien sûr que ça soit simple et efficace de changer un prix, ce qui va être un petit peu l'action finale, un prix ou une grille tarifaire, ou voire même dans un certain contexte d'automatiser certaines bascules. Donc ça, c'est offrir la flexibilité finale. La deuxième chose, ça va être ce que tu disais au début, c'était on va partir du principe qu'on va aller chercher les derniers pourcents sur un événement qui est plein. Ça commence même avant ça, c'est savoir à partir de quand je vais être plein, pourquoi, et c'est là qu'en fait toute la partie IA en fait va rentrer en jeu chez nous, c'est d'avoir des modèles performants, capables de prédire les ventes le plus en amont possible, avec le plus de précision possible, pour activer ces leviers-là. Et donc ça va permettre d'avoir un positionnement de grille tarifaire en amont. Donc voilà, on est déjà sur de l'aide à la décision et surtout ensuite de prendre en compte les tendances de vente pendant les périodes d'ouverture et ensuite de pouvoir jouer. Alors soit, comme tu disais, sur réallouer, rouvrir des nouvelles catégories ou faire changer le prix d'une catégorie à un instant T. Et donc là aussi, il y a une volonté un peu de vulgariser ça parce que c'est quelque chose qui est très présent et très imprégné déjà dans pas mal d'industries et qui est encore naissant sur le monde de la billetterie sport événementiel en général. Et donc c'est là où en termes d'outils on essaie d'apporter ça. C'est pas
c'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui est intégré dans votre billetterie, c'est de la visualisation d'une prédiction de vente en fonction d'un prix, d'une grille tarifaire sur tel ou tel produit, et de l'accompagnement là-dessus avec la visualisation et de la prise d'action rapide. Alors, on reparlera un peu de l'IA et toutes ces tendances qui changent en fin de conférence. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ont un enjeu autour de leur outil billetterie qui est de venir lisser l'attractivité de leurs produits. Je prends l'exemple d'un grand événement sportif, si on prend Paris 2024, que beaucoup d'entre nous connaissent, on a eu de la vente par pack avec des packs ouverts, pour la Coupe du Monde de rugby 2023, c'était des packs fermés, donc tout le monde essaie de jouer sur différents produits billetterie pour venir lisser cette attractivité et réussir à remplir là où c'est difficilement remplissable en théorie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et de comment votre outil s'y adapte, par exemple, aussi ? Oui, alors là, on revient, effectivement, on se raccroche à plus ce dont je parlais au début, c'est offrir, alors j'en parlais sur la partie tarifaire, mais voilà, offrir des possibilités de configuration qui soient adaptées aux différentes offres que vous souhaitez commercialiser. Donc effectivement, tout à l'heure, tu parlais d'avoir des produits moins chers sur des packs famille, des choses comme ça. Tout ça, ça va, des packs ouverts, des packs fermés, c'est de l'ajout de l'enrichissement d'offres final et va s'accompagner aussi avec ça la possibilité d'ouvrir et de cibler ces différentes offres en fonction de certaines populations récurrentes. Alors c'est vrai que si on prend l'exemple par exemple des clubs, on va avoir un taux de retour, on va dire, de naturel qui est peut-être plus important que sur les parcs, mais du coup ça permet aussi d'avoir ce levier-là en ayant des offres qui vont être ciblées, en plus d'être diversifié à certaines populations et même avec des grilles tarifaires dédiées sur des périodes de vente dédiées. Donc en fait, prendre un petit peu tous ces paramètres-là, la constitution de l'offre, sa période de vente, sa population cible, et jouer dessus à la fois en apprenant de ce qui a fonctionné sur les précédentes ventes et en s'adaptant et en étant réactif. Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur réussir à monitorer correctement en temps réel, efficacement, pour adapter pendant toute la période de vente. Pascal, peut-être que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai un produit qui me permet de vendre deux produits à l'attractivité complètement différente. On prend des exemples de matchs. Un match, je suis Angers, je joue contre le PSG, par exemple. Je vais avoir une attractivité qui est très importante pour mon match comparé à un match contre Le Havre ou je ne sais pas. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux définir si packager ces deux produits vaut un premium ou une diminution de mon tarif ? Est-ce que vous comprenez le sujet de est-ce que finalement, d'un point de vue marketing, je dois dire comme je te permets d'acheter le billet pour le PSG, tu dois me payer plus cher le pack de 2 matchs, ou est-ce que je dois dire bon, tu prends ton billet pour le PSG, mais s'il te plaît, prends mon billet pour aller voir Le Havre aussi, et du coup tu payes un peu moins cher parce que c'est une mesure incitative. C'est de l'arbitrage entre de l'optimisation locale et une optimisation plus globale. Quand on est sur un produit dont on sait qu'il va être extrêmement demandé, on peut le packager avec un produit plus faible. On le fait souvent dans la distribution, dans l'hôtellerie ça se fait beaucoup, quand on distribue sur un parc hôtelier ou sur des résidences de tourisme une résidence très premium, on demande aux partenaires de commercialiser également un produit plus difficile à vendre. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser le prix du premier, ça veut dire qu'il faut bien trier la demande et du coup, plutôt que d'augmenter de façon déraisonnable le prix de l'événement phare, on va n'autoriser la commercialisation que pour ceux qui le packagent avec autre chose. Mais c'est ce que fait la Romanée Conti, par exemple. C'est des vins qui sont très chers. Maintenant, on ne peut plus acheter la bouteille de Romanée Conti seule. Il faut qu'on achète une caisse avec le second vin et le troisième vin de la Romanée Conti dans une caisse. Parce que c'est un produit qui est devenu tellement rare qu'on peut se permettre de ne l'offrir à la vente que pour ceux qui le packagent avec autre chose. Mais les Jeux Olympiques ont fait beaucoup ça. Sur la finale du 100 mètres, tout le monde la veut. Il y avait d'autres événements sportifs qui étaient plus compliqués à vendre. Les premiers tours du water-polo féminin, par exemple. Et du coup, les JO ont packagé de façon parfois thématisée, avec
l'univers de l'eau ou de la raquette, ben, ils ont dit, voilà, vous voulez aller à Roland-Garros pour voir la finale, ben, vous pouvez ne le faire que si vous allez voir le badminton au premier tour. Et du coup, ils vendaient des produits packagés. Ça a du sens si c'est thématisé, si c'est bien fait, et si le produit est tellement rare qu'on en fait un prétexte pour vendre aussi autre chose. Ça ne veut pas dire baisser le prix, hein. Ça veut dire juste le packager avec autre chose pour vendre davantage et faire une optimisation plus globale. On remarque d'ailleurs que de plus en plus les grands événements sportifs ne donnent pas les tarifs à l'unité de leurs billets avant qu'ils ne soient en vente en toute fin de phase après les packs, justement pour pas qu'on soit en mesure aussi de savoir si on a payé plus cher, moins cher, et c'est des stratégies marketing qui sont associées à ça. Sophie, vous, si votre parc est plein, sur quoi est-ce que vous pouvez jouer un peu pour optimiser vos revenus? Et j'espère que c'est le cas régulièrement d'ailleurs. Alors, nous, on fait en sorte d'éviter que le parc soit plein. Parce que parc plein veut dire très mauvaise expérience visiteur, 1 heure de queue à toutes les attractions, et du coup, le visiteur ne revient pas. Donc, l'enjeu de la stratégie de revenus, c'est justement de faire en sorte que quand on voit que la journée monte en vente, de dégainer certains produits ou certaines offres qui font que le visiteur va se réorienter sur des ventes un peu moins recherchées. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sur cette transparence, pour gérer le e-commerce, moi je vois de plus en plus d'exemples dans le parcours de vente en ligne où quand vous avez un calendrier avec plein de prix qui s'affichent et dont une journée en rouge parce que c'est le jeudi de l'Ascension et tout le monde sait que les parcs se font exploser sur le jeudi de l'Ascension ou sur le week-end de l'Ascension et qu'à côté c'est une date en bleu. Quand vous passez dessus, avec un petit pop-in, on vous explique que votre journée va être beaucoup plus agréable si vous ciblez plutôt le vendredi que le jeudi. Ou voilà. Donc on essaye de réorienter ça, mais on fait en sorte que nos parcs ne soient jamais pleins. Un parc plein, c'est beaucoup de difficultés, d'insatisfaction client, d'insatisfaction interne, parce que la restauration, c'est compliqué. Donc il faut maîtriser sa fréquentation à l'avance pour être sûr d'optimiser ses coûts de fonctionnement, mais aussi la qualité de visite. Voilà. Et nous, par contre, je reviens un peu sur ces exemples de packs. On le fait pas on le fait pas en monoparc, on le fait sur un périmètre groupe. Et on s'en sert. On a des parcs qui sont nos paquebots de revenus, notamment Astérix, Futuroscope, Walibi Holland. Et on a des plus petits parcs qui sont ultra intéressants, mais plus courts en visite, peut-être moins attractifs, auxquels on ne pense pas forcément quand on veut aller visiter un parc ou qu'on a un dimanche après-midi à tuer. Et dans nos commercialisations, sur certains marchés, notamment B2B, on va aller chercher des contrats où on va dire « Ok, je te vends ou je te donne X billets pour un grand parc, mais par contre, si tu veux ce prix, tu dois aussi m'acheter un certain nombre de billets pour un plus petit parc. » Et ce qui fait que ça aide en termes de stratégie de remplissage pour l'ensemble de la filiale parc de loisirs de la Compagnie des Alpes. De ce que vous nous dites, si votre parc va être plein le jeudi de l'Ascension, vous incitez le nouvel acheteur à changer de jour si possible. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous appliquez à ceux qui ont déjà acheté leur billet? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez en place une plateforme de revente avec des moyens incitatifs de pousser le consommateur à potentiellement changer sa date si c'est un habitué et qu'il habite à côté, par exemple, afin de justement réussir à optimiser l'expérience client et tout en assurant une continuité de sa consommation? Alors non, on n'a pas de plateforme de revente, c'est une vraie volonté de la Compagnie des Alpes. On lutte énormément contre la revente et on surveille énormément tout ce qui peut être site miroir et revente sur le bon coin, parce que voilà, capter un code barre aujourd'hui c'est assez facile. Donc ça, non, on n'a pas de revente. Par contre, on a créé un nouveau produit il y a 1 an et demi qui s'appelle le billet Flex. On a essayé d'imiter la SNCF et qui marche très très bien. Pourquoi il marche bien? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes de revenus, il marche très bien et pour le visiteur, il marche très bien aussi. En termes de revenus, ça vous permet de vous positionner entre un billet daté où le visiteur s'engage, il doit venir à cette date, quoi qu'il arrive, il ne sera pas remboursé, il va devoir redonner son billet,
ou alors un billet non daté, et là vous ne maîtrisez pas votre fréquentation parce que vous ne savez pas quand est-ce que votre visiteur va venir. Donc on a mis ce billet entre les deux, qui a un prix entre les deux, et qui va permettre, selon les parcs, de changer sa visite une fois, 2 fois, autant de fois qu'on veut. Et finalement, on s'est rendu compte que le visiteur allait beaucoup sur ce billet parce que souplesse d'utilisation, donc un petit côté rassurant, un petit côté finalement j'ai le choix, je peux maîtriser ma visite. Et finalement, ce billet flex, il ne s'échange qu'à moins de 4% sur la totalité des billets qu'on vend. Donc c'est plutôt bien, on a gagné un peu de revenus là-dessus. Et notre visiteur a trouvé sa place et est rassuré de pouvoir acheter ce billet qui peut changer. Mais on n'a pas de revente. Et du coup, est-ce que vous procédez à beaucoup d'upselling? Par exemple, je pense au fait de prendre une assurance... Alors là, vous parlez du billet flex, mais une assurance annulation ou autre, qui sont des produits d'upselling qui aujourd'hui se font de plus en plus dans la billetterie. Est-ce que vous, en tant que parc et en tant qu'opérateur assez global, vous avez aussi beaucoup d'autres assets? Vous avez, je suppose, peut-être de l'hébergement sur vos parcs, vous avez de la restauration, vous avez du merchandising. Est-ce que tout ça, vous venez l'intégrer dès la phase de billetterie? Est-ce que vous venez le repousser une fois le billet déjà acheté a posteriori? Comment est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la manière dont vous... Les deux, mon capitaine. Donc on n'a pas d'assurance billetterie. On a essayé de faire des choses par le passé, assurance météo, il pleut, on te rembourse s'il a plus de X millimètres. Bon, c'est pas terrible en fait en termes de satisfaction. Donc on a arrêté l'assurance billetterie, mais ce billet flex en fait prend la place de l'assurance billetterie parce que du coup vous êtes amené à pouvoir changer votre visite. Donc ça c'est plutôt bien. En termes de séjour, on a une assurance séjour dans la logique de ce qu'on peut faire en tourisme, hein, quand on achète un voyage, voilà, on prend son assurance si on a envie d'être un peu rassuré. Donc on a ça. J'allais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, et sinon, oui, effectivement, on le fait en cross au moment de la visite, enfin au moment de l'achat. Donc dans tous nos parcours de vente en ligne, on propose du cross, on propose de la restauration, on va proposer un coupe-fil, on va proposer un livret d'accueil, un guide de visite pour un musée par exemple, voilà plein de choses, un aquapark avec du cashless, un casier, il y a plein de prestations. La seule chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention à ce que votre offre reste compréhensible par rapport à votre visiteur. Il ne doit pas être confronté à « c'est bon, j'ai mon billet, maintenant est-ce que tu veux ?» Et là, je scrolle et en fait, j'arrive pas à choisir. Donc nous, on met en place des règles de cross qui disent si le client achète tel billet, on sait qu'il est susceptible de pouvoir acheter plutôt ça. Et on va pas lui pousser beaucoup de produits. Et ça marche plutôt bien parce que l'achat est rapide. Olivier, vous, on a un peu plus de mal à s'imaginer ce que peut faire en termes d'upselling le théâtre Mogador sur le Roi Lion, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ? Alors, on a mis en place le billet flex, nous aussi. On l'avait lancé un petit peu avant la Covid, mais la Covid nous a montré qu'on a eu jusqu'à 12% des billets qui se vendaient avec l'option flex, qui est payante, parce que ça donnait la latitude aux gens de dire je me sens pas bien, ou je me sens pas bien physiquement, ou je me sens pas de retrouver une salle avec 1600 personnes. Et donc, ça a été générateur de revenus. Après, on a du merchandising aussi, on a des bars, donc bien sûr qu'on met tout ça dans la balance, avec le même souci de ne pas perdre le client. Le client, il vient avant tout pour voir un spectacle, il ne faut pas qu'on le perde dans un marais d'offres. Donc la simplicité, une offre réduite, et ça fonctionne plutôt pas mal en effet. Et puis on a aussi beaucoup travaillé, nous, par rapport à la problématique des remplissages, sur pousser la semaine, parce que naturellement, comme pour le parc, les parcs, j'imagine, les gens viennent pendant les vacances scolaires, viennent pendant les week-ends. Et puis, il y a un autre souci, qui est le souci du coût global lorsqu'on n'est pas à proximité du théâtre. Donc, on a beaucoup travaillé sur notre calendrier, en permettant, par exemple, aux gens, je vais me faire plein d'ennemis dans l'hôtellerie et la restauration, mais de faire l'aller-retour dans la journée. Et ça a été déterminant, et ça explique peut-être les taux de remplissage qu'on a aujourd'hui, après 4 saisons du Roi Lion, d'arriver à du quasiment 100% de remplissage, là où on avait du 91-92. Donc il y a un travail global, mais vraiment en gardant le souci de la simplicité et avec des stimuli du type, venez en semaine, ça coûte
30 à 40% moins cher. Non pas parce qu'on baisse les prix, mais parce qu'on les réévalue côté week-end et vacances. Thibaut, si on se concentre sur le Paris Saint-Germain masculin, vous avez un enjeu qui est lié au revenu management, qui est que vous ne pouvez pas vous permettre de ne vendre vos billets qu'à des tarifs très élevés pour permettre le remplissage. Vous avez des ultras, vous avez des gens qui sont abonnés, des gens qui sont là depuis très longtemps. Vous avez aussi beaucoup de gens à inviter, tout simplement, que ce soit du protocole ou que ce soit aussi vos écoles de foot, par exemple, ou autres. Est-ce que vous pouvez nous détailler aujourd'hui comment vous essayez d'optimiser le revenu management dans un cadre qui est quand même très critique vis-à-vis de l'optimisation des revenus et qui se confronte justement à ce besoin de rester accessible pour certaines populations? C'est une bonne question et c'est un vrai enjeu pour nous, comme tu le disais. Nous, ça commence quand on arbitre notre taux d'abonnés dans le stade. Donc on est à 48 000 places. Une fois de plus, hein, c'est le produit. Il faut qu'on connaisse son produit et qu'on établisse une stratégie qui est liée à ce produit. Donc on a 48 000 places. Combien on veut d'abonnés dedans? Ce qui va évidemment jouer sur le nombre de places qu'on aura à vendre au match. Et parmi ces abonnés, comment on veut que l'expérience soit pour chacun des abonnés. Donc on a créé des offres qui, à notre sens, correspondent à une demande particulière. On a une offre qui est en virage Auteuil, qui est pour nos supporters les plus populaires, de venir pour à moindre coût. Donc c'est un tarif qu'on n'a pas bougé depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on a 6200 personnes qui ont le même tarif, alors que vous connaissez l'inflation, vous connaissez aussi les enjeux qu'on peut tous avoir de la part de nos actionnaires. Et donc du coup, on se force avec plaisir d'ailleurs, puisque c'est normal, c'est le football populaire comme on l'aime aussi, et il n'y a pas de raison que ça change pour tout un stade dans le contexte économique. En revanche, il faut bien le contrebalancer à un moment donné. Tu mentionnais les invitations, on essaye de les baisser au maximum, d'avoir un niveau très faible d'invitation. En plus, ça a plein d'inconvénients. Les invitations, c'est très no-showiste. Au-delà du fait que ça ne fait pas de CA, c'est très no-showiste. Donc on essaye de baisser notre niveau d'invitation au maximum. Et évidemment, on essaye de faire des places à plus haute valeur ajoutée en loge. Avec, du coup, derrière, il faut qu'on soit cohérent aussi. Si on va aller chercher des places à un haut revenu, il faut qu'on mette une haute expérience. Et une haute expérience, c'est tous les ans se remettre en question sur quelle prestation on propose, quel restaurateur on va choisir en traiteur, quelle expérience de A à Z le client va aller voir. Je dis n'importe quoi, les goodies, il faut les changer tous les ans. Il faut faire en sorte en fait qu'il y ait une justification derrière l'augmentation des tarifs. Et en plus, gardez toujours en tête qu'on doit se mettre dans un cadre qui est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, émotionnel, où c'est parfois difficile de décorréler l'expérience pure, quand on a sorti le sportif, du reste, quoi. Donc on a un vrai enjeu de répondre à ces deux schémas-là. Et au milieu, il y a les familles, il y a les parents qui viennent avec leurs enfants. Donc on a une tribune qui est donc le Junior Club, qui est pour les familles. Donc on essaie vraiment de répondre à beaucoup de populations différentes et de s'intégrer dans les objectifs qu'on a d'augmentation de chiffre d'affaires et évidemment d'avoir un parc plein. Donc il y a plein d'arbitrages en fait à faire en permanence et je pense que c'est le plus délicat des travaux à faire. Et il y a un sujet que vous avez évoqué du coup qui est hautement stratégique. Quand on est plein dans son stade, comment est-ce qu'on peut lutter contre le no-show qui représente quelque part un manque à gagner assez important, parce que c'est, quand on parle du Parc des Princes, c'est moi je suis jamais allé au parc, peut-être que s'il y avait plus de place, je serais allé au parc et ce faisant, je serais peut-être revenu ou j'aurais peut-être consommé davantage de produits PSG. Et du coup, il y a un vrai enjeu avec les gens qui sont abonnés par exemple et ne se présentent pas le jour du match. Comment est-ce que vous essayez de lutter contre ça? Déjà, ça commence par la valeur qu'a la place. Donc, je parle des invitations, il faut minimiser au maximum le taux d'invitation. Et, à mon sens, je parle par exemple pour le match des féminines, faire des places à 1 euro, 2 euros, c'est pas servir le sport des féminines. Parce qu'on va vendre un produit finalement qui n'a plus de valeur à 1, 2 euros. Alors, effectivement, on rentre dans un tunnel d'achat, on va sortir sa carte bancaire pour 1 ou 2 euros, mais pour moi, il faut garder la valeur du produit, et donc du coup, il faut l'accompagner autrement que par le billet, donc l'expérience, etc. Donc ça, c'est la première des choses, c'est d'arriver à faire en sorte que ce qu'on achète, il y a une expérience qui est derrière. Et ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place la plateforme de revente, qui a un vrai gain pour nous d'optimisation du no-show, puisqu'en fait, n'importe quelle personne qui a un abonnement ou qui a acheté une place peut la revendre, et donc du coup, on baisse de manière considérable notre taux de no-show. Donc c'est ça, et ça passe par la communication aussi, de bien communiquer à nos clients qui ont un billet que le match est à cette heure-ci, que venez bien à cette heure-ci, etc. Et si vous ne pouvez pas venir, voilà le lien de la plateforme de revente. On a mis en place le don, le prêt des abonnements. Donc en fait, il faut non seulement mettre en place ce type de produit, mais en plus, il faut communiquer largement
il faut savoir le faire à tout moment et dans les bons moments. La plateforme de revente, ça peut quand même présenter un risque dans le cadre où, par exemple, elle ne serait pas capée et on pourrait venir jouer un peu, faire du trading de sa place quand on est dans un écosystème aussi attractif que celui du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, comment est-ce que vous l'avez structuré, cette plateforme de revente, pour qu'elle serve vos objectifs, qu'elle serve l'expérience client et qu'en même temps, elle ne vienne pas desservir l'intérêt pour les gens de vendre, quoi. La plateforme de vente, on l'a créée en la saison 16-17. Il y avait un premier enjeu quand même, c'était de sécuriser un petit peu la billetterie. C'est-à-dire que de maîtriser le marché noir au maximum, il existera toujours, mais c'est de faire en sorte que tous les billets qui circulent, on les maîtrise. Donc quand on a maîtrisé un petit peu le marché secondaire, on va vers moins de litiges sur les alentours du parc, etc. Donc c'est quand même un premier avantage. Ensuite, effectivement, c'est un gain marginal pour nous, c'est un vrai gain pour nous parce qu'on a intégré une commission. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas qu'on se cannibalise. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'un prix sur le marché secondaire soit moins cher pour le même produit sur le marché primaire. Donc on a mis un prix plancher qui est égal au prix primaire. Et ensuite, derrière, c'est un marché qui s'exprime librement. On n'a pas de prix plafond. Et en fait, il y a une rencontre d'une offre et une demande. Donc voilà, et quand les prix sont trop chers, on n'achète plus. Évidemment, à la discrétion de chacun de savoir si c'est trop cher ou pas assez cher, mais on ne force personne à aller sur ce marché secondaire. Et nous, à part le prix plancher, PSG, on ne fait rien du tout. Alors, question un peu cynique, est-ce que ça vous permet à vous de savoir quel prix sont prêts à payer les gens pour aller voir des grands matchs? C'est pas cynique du tout, c'est un bel indicateur. C'est un très bel indicateur, mais c'est le prix à payer aussi, savoir si on est toujours juste dans notre catégorisation des places. On a 17 catégories. Savoir si la catégorie 7 s'achète plus que la catégorie 8, est-ce qu'on est bon sur notre tarification? C'est souvent qu'une histoire de disponibilité, hein, parce qu'on n'a pas autant de dispo par catégorie. Mais c'est forcément un indicateur, et on s'en sert évidemment. Et d'ailleurs, dans nos outils d'analyse, on regarde vraiment comment les places se vendent, parce qu'en plus, elles ne se vendent pas de la même manière qu'elles se vendent par lot ou toutes seules, par lot de 2, de 3, de 4, de 5. Donc c'est plein d'indicateurs en fait, pour nous dire est-ce qu'on a des bons produits à faire, on sent le marché, et ensuite on s'adapte. C'est très clair, merci. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, peut-être ensemble, on réfléchisse un peu à l'avenir du marché de la billetterie, aux nouvelles tendances. On a parlé un peu de l'IA tout à l'heure. Hugo, pardon, quelles sont les approches que vous avez en termes de nouveaux outils, en termes de machine learning, en termes d'IA? Comment est-ce qu'elles viennent contribuer au changement des paradigmes des produits billetterie et des process de vente billetterie? Et aussi, la question qui en découle, c'est comment est-ce que c'est accepté aujourd'hui par les consommateurs ou par les ayants droit, par exemple, avec qui vous travaillez? C'est facilement acceptable par les ayants droit. Après, c'est plus à eux en fonction de... Je réponds sur la deuxième partie d'abord. C'est effectivement, il va y avoir un public aussi qui doit s'adapter à certaines nouvelles pratiques. Comment ça s'intègre? Alors, la façon dont on fait les choses sur Airmine, on va entraîner des modèles basés sur l'historique des ventes. Concrètement, on va créer ce qu'on appelle des matrices de demande qui seraient des contraintes, c'est-à-dire quel que soit le prix, pour tous les prix possibles de tel produit à 3 jours, 5 jours, 10 jours de l'événement, combien je pourrais théoriquement en vendre. Donc on construit comme ça des matrices. Et donc ça, c'est un peu la base. Pour tout ça, on se base sur les données historiques, donc ce qui va être constaté. Ensuite, on va intégrer des choses comme de l'élasticité prix, pour prévoir combien on pourrait vendre de places sur des choses qui auraient été moins observées. Parce que c'est pas parce que ça n'a pas été observé que demain, je sais pas, Thibaut va pas décider de mettre la catégorie 7 à un prix qui avait jamais été observé jusque-là. Et c'est le rôle des modèles d'être quand même en mesure de lui répondre sur sa capacité de vente potentielle, sa probabilité de vente potentielle sur ces places-là. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'intégrer et d'encadrer ce qui va réellement être choisi comme prix à chaque instant sur chaque produit. Et donc là, c'est intégrer les règles métiers, mettre des limites. Thibaut parlait de prix plancher sur la revente. C'est aussi de dire, je sais pas, que la catégorie 7 peut jamais être moins chère que la catégorie 8.
Donc voilà, c'est d'avoir de la cohérence globale sur la grille tarifaire et de dire, tout à l'heure vous donniez l'exemple des changements de prix toutes les heures, ça peut être aussi de dire je vais pas permettre de faire une variation pour un même produit 10 fois par jour parce que ça va rendre chèvre les consommateurs. Et là, pour le coup, en termes d'acceptation derrière, c'est catastrophique. Donc c'est permettre d'implémenter toutes ces règles métiers qui vont ensuite alimenter l'algorithme qui va fournir une recommandation de prix pour chaque jour, chaque produit dans le temps, avec évidemment l'objectif final. C'est-à-dire que l'objectif d'un club qui fait le plein à tous les matchs ne va pas être le même que celui d'un club qui a du mal à faire 40% de remplissage. Donc ça, c'est les algos qui vont justement, grâce à ces matrices de demande, faire des propositions tarifaires pour optimiser ce qui est important pour vous. Ce qui est important, si l'objectif c'est d'optimiser le CA, ça va pousser à fond sur des produits premium. Si l'objectif c'est d'optimiser le remplissage, ça va au contraire pousser sur des produits plus entrée de gamme, ou en tout cas plus longtemps, avec toujours cette idée de la cohérence globale à la fois entre les produits, entre les catégories et dans le temps jusqu'au jour de l'événement. Est-ce que vous pensez que l'IA, elle va pouvoir aussi nous permettre de trouver des nouveaux produits, peut-être plus adaptés qu'aujourd'hui on n'exploite pas, on ne regarde pas parce qu'on ne les a pas en tête et qu'on n'a pas forcément la capacité à aller chercher dans ces données qui nous sont fournies par les opérateurs de billetterie, justement, de réfléchir à des nouvelles manières de vendre ou des nouveaux produits? C'est pas évident de répondre à cette question. Alors l'IA dans l'absolu, oui, forcément que ça va aider. En fait, l'IA va s'intégrer à plusieurs niveaux. C'est pas juste là, moi, je parle de la partie intégration machine learning, qui va être une branche de l'IA dans la partie billetterie. C'est sûr que l'intégration de l'IA dans les process globales de la boîte peuvent amener à de nouvelles idées. Là où le ML va pouvoir nous aider à découvrir des choses, c'est qu'à un moment donné, il va même identifier des synergies qu'un être humain n'aurait peut-être même pas été capable d'identifier. Voilà, on parlait tout à l'heure d'offres couplées, de savoir que que le pack Le Havre PSG qui a été vendu par Angers, il a super bien marché. Il va identifier une synergie que nous on n'aurait même pas identifiée avec le pack, je sais pas. Caen Monaco il y a 2 ans sur telle partie du stade en catégorie 8. Et en fait, c'est là où ça devient vraiment puissant. C'est-à-dire que c'est des choses que l'humain ne peut pas détecter et sur lesquelles l'IA va capitaliser pour choisir, pousser le bon produit au bon moment, au bon prix. Pascal, est-ce qu'on ne va pas trop loin à réfléchir à ces sujets-là alors que le pricing dynamique n'est pas encore appliqué par tout le monde, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui aujourd'hui sur lesquelles les acteurs sont encore en retard selon vous? Oui, c'est un vrai sujet. C'est vrai que le monde de la billetterie s'est mis au revenu management plus tard que d'autres secteurs et il ne faut sans doute pas brûler les étapes. Sur 2 niveaux, à la fois sur l'acceptation en interne des équipes qui vont piloter le revenu management, qui pour beaucoup ne sont pas des experts aussi profonds et aussi expérimentés que ceux de l'aérien, par exemple. Donc il faut y aller step by step. Et il faut qu'on maîtrise ce qu'on fait. Hein. Il faut faire attention à ne pas laisser la machine décider seule. On l'a vu et dans l'émission Capital de dimanche, mais également dans la presse tous les jours. Hein. Le revenu management est très critiqué. Et notamment, ce qui est reproché souvent au revenu management, c'est une espèce de machine qui s'emballe, où les clients ont l'impression que les décideurs n'ont plus la maîtrise de ce qu'ils font et que les prix deviennent fous. Si on veut éviter ça, l'intelligence artificielle peut évidemment aider d'un point de vue algorithmique, mais il faut garder en tête qu'il y a des règles métiers qu'il faut respecter, il y a un marché à respecter, et le revenu, la recherche de revenus à tout prix ne doit pas s'affranchir de toutes les règles de bon sens. Donc l'IA, oui, pour aider, et elle aide, et nous on en a dans notre logiciel, mais on garde un côté intuitif, pilotable, maîtrisable par les équipes,
Et c'est important à la fois pour les équipes, mais aussi pour les clients. Et on a tout intérêt à borner l'IA, à maîtriser ce qu'on fait pour éviter des situations type concert d'Oasis. Alors nous, on a bien dépioté le sujet et ça a été très amplifié par les médias, mais pour autant, des prix qui en quelques minutes peuvent passer du simple au triple, c'est très déroutant. Et si le marché n'est pas prêt à l'accepter, il faut aussi accepter d'y aller mollo sur le revenu management. On peut y aller en douceur, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas dans notre bulle à rechercher à tout prix le revenu optimal comme si on était dans une bulle. On est le bras armé des équipes commerciales et marketing et on ne fait pas n'importe quoi. Donc on est très vigilant dans la pédagogie et dans le pas à pas de ce qu'on fait. Et s'il y a des bonnes idées à faire, peut-être qu'il faut les faire en 3 ans et pas faire tout de suite tout la première année. 1, pour garder la maîtrise en interne et 2, pour ne pas perdre le client. Olivier, je vous vois, vous hochez beaucoup la tête, vous semblez partager. Est-ce que vous, comment réagit votre marché à ces nouveaux outils et est-ce que vous les appliquez? Est-ce que vous déployez des choses chez Stage Entertainment? Alors, comme vous le disiez, nous on est, ou comme le disait Pascal, on est un peu au premier stade, donc on va essayer d'engranger tout ce qu'on peut. Mais je suis complètement d'accord, parce qu'effectivement, quand on fait l'analyse brute des données, on pourrait aller plus loin. Il y a un moment où on essaye de raisonner ici en bon sens, en pratique de client, et voilà, sans tomber pour pas tomber dans le syndrome de la taxe douanière trumpienne. C'est-à-dire qu'il y a un moment où annoncer des choses et devoir faire machine arrière, c'est beaucoup plus dévastateur, y compris en termes de revenus, dans un second temps, que essayer de raison garder et de se dire, bon, finalement, moi, un visiteur, il vient jamais seul. Il vient à 2 ou à 3. Quel est le cap qu'il ne peut pas franchir? Alors oui, peut-être que les algorithmes disent on peut pousser de 105 à 125. Bon, bah, oui, mais 125, si on vient à 2 ou à 3, ça fait quand même une somme. Donc on essaye vraiment toujours de mettre de l'humain. Et on a eu pas mal d'échanges avec les équipes de Revbel de se dire non, on va pas aller jusque-là. Et alors peut-être qu'on est un peu timoré. D'ailleurs, chaque fois qu'on fait le bilan annuel, je dis vous avez loupé tant de revenus. C'est pas grave. D'abord parce qu'on a fait un gain, mais surtout parce qu'on a le sentiment qu'on a gardé la maîtrise de ce qu'on faisait. Et ça, je crois que c'est très très important. Et c'est vraiment un échange d'humain à humain. Et la machine n'est qu'un outil. Il ne faut pas la laisser s'emballer en effet. Ça revient un peu sur ce qu'on disait sur l'abonnement tout à l'heure, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, une IA ou du machine learning viendrait nécessairement dire ce produit n'est plus adapté pour optimiser vos revenus. Par contre, c'est un outil qui a une autre valeur qui est extra-financière et qui est très importante pour les clubs et qui, du coup, nécessite une intervention humaine là-dedans pour garder cette capacité à prendre cette décision. Sophie, quand on préparait un peu la table ronde, vous me disiez qu'il y avait un vrai enjeu de transparence aussi pour le consommateur qui, lui, est très intrigué et surtout parfois un peu peureux vis-à-vis de l'utilisation de ses données, vis-à-vis de la manière dont il se sent un peu traité par celui qui va lui vendre un billet pour venir chez lui. Carrément, en fait, oui, on était un petit peu en retard sur la partie revenus, comme disait Pascal, sur les secteurs de la billetterie. Je crois que le futur, demain, l'IA, oui, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le visiteur, enfin le client, et il faut axer ça sur le respect de ce client. La transparence, elle joue dans notre quotidien à plein de domaines depuis déjà des années, sur l'alimentation, sur nos produits d'hygiène, sur nos transports. On en entend de plus en plus parler là. Quand on achète un billet de train, pourquoi il est moins cher, plus cher? Pourquoi si je vais plus loin, je le paye moins cher? Enfin bon, voilà. Ça arrive au loisir, ça arrive à la culture, ça arrive au divertissement. Le client a besoin de transparence. Donc il est prêt à payer plus cher, à condition de comprendre pourquoi il paye plus cher et qu'il en est pour son argent. Je crois que c'est ça en fait la base. Mais il est aussi prêt à payer moins cher et à faire des efforts sur peut-être dégrader légèrement son expérience par motif de budget restreint, par motif de période de visite, etc.
Donc il faut avoir ce respect et cette transparence visiteur. Enfin, pour nos clients en tout cas. Alors je vais poser une question qui va faire très plaisir à notre partenaire ecofoot.fr qui réfléchit beaucoup à ces sujets. Thibaut, là on parle beaucoup des produits avant tout, mais quand on regarde ce qui vient d'en bas, de la part de la demande du consommateur de matchs de football, il y a peut-être des produits qui aujourd'hui nécessitent d'évoluer, qui sont peut-être plus adaptés, peut-être l'abonnement par exemple, comme on venait de le dire. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous sentez ça de la part du consommateur, et est-ce que vous imaginez ou vous réalisez qu'il y a certaines tendances qui se développent vis-à-vis peut-être de plus de flexibilité, peut-être de nouveaux produits plus digitaux Alors, évidemment, on regarde ça, notamment depuis l'avènement de cette mouvance Netflix, etc., le à la carte. Est-ce que demain, c'est encore dans l'air du temps de s'engager sur un produit de 1 an, on fait du pluriannuel sur 3 ans sur nos hospitalités. Évidemment, on se questionne par rapport à ça. C'est pas simple, en fait. C'est pas comme si on proposait que des produits d'engagement. Je pense que ce serait une erreur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas que des abonnements. Il y a une raison économique, évidemment, mais il y a aussi parce que je pense que c'est pas forcément la demande. Donc on y réfléchit énormément. Il y a le mode de consommation du foot. Le mode de consommation, qu'est-ce que c'est ? C'est venir au stade, c'est le regarder. Évidemment, du coup, là, on va mettre là-dedans les droits télé, etc. Et tout l'impact que ça a eu sur le panier, le prix que ça avait pour un amateur de foot de voir du foot. C'est trop cher de prendre un abonnement. Est-ce que venir au stade, c'est trop cher ? Donc, il faut qu'on s'adapte un petit peu à tout cet écosystème. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse à cette question, dans le sens où il n'y a pas de produit unique. Mais il faut toujours se remettre en question, il faut toujours interroger nos abonnés, nos consommateurs sur du pack. Est-ce que le pack a un sens pour le consommateur ? Se back-upper quand on fait un produit, tout à l'heure on parlait des produits donc match fort, match faible. Si en fait c'est pour que j'aille avoir que du no-show sur mon match faible, il faut que je l'anticipe, il faut faire en sorte que les mecs soit puissent revendre, soit donner, etc. Donc on écoute évidemment ça, on écoute nos clients, on essaie de beaucoup le faire, on essaie de recruter des personnes aussi qui sont davantage porter sur cette question d'enquête, de questionnaire pour aller au plus vrai des choses, et on s'adapte. Mais je pense quand même que le produit d'abonnement est un produit qui est assez solide, et il faut juste savoir bien le décorer et continuer dans ce qu'on fait, de proposer des alternatives, de revente, de prêt, de dons, d'assurance aussi à un autre moment. Donc voilà. L'abonnement, j'ai rajouté un truc sur l'abonnement. Parce que nous, on s'est posé aussi la question de savoir si on l'arrêtait ou pas. On a des parcs qui ont des abonnements qui portent un gros poids dans le revenu. En fait, l'abonnement, il a un autre rôle, c'est qu'il est aussi très communautaire. Les gens qui ont un abonnement sont attachés à la marque, quelle qu'elle soit, foot, loisirs, musée, et se sentent investis dans la communauté de ses abonnés. Ils se retrouvent régulièrement à certaines fréquences, et ils attendent aussi par ces abonnements qu'on leur offre quelque chose de plus. Donc l'abonnement, il a un rôle qui n'est pas forcément que du revenu derrière. Ouais, ça me permet de rajouter, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, c'était vraiment d'actualité. On a l'UEFA qui nous a communiqué un volume de places qu'on avait à disposition pour nos fans du PSG pour aller voir la finale. On s'est adressé à nos abonnés en premier, nos abonnés qui utilisaient l'abonnement à notre sens de la meilleure des manières, c'est-à-dire en venant au stade. Donc en fait, c'est aussi un produit, c'est une arme aussi de fidélisation, d'engagement, et qu'on peut utiliser derrière pour autre chose que du revenu, de la fidélisation, etc. Et c'est un beau produit aussi. Oui, si je peux rajouter une chose, il y a aussi un chemin un peu intermédiaire entre le billet unique et l'abonné annuel ou les passes qu'il y a dans les parcs. Il y a bien des acteurs qui font des choses un peu in between, avec ça peut être l'équivalent d'un forfait 10 matchs par exemple, quelqu'un qui se sent pas d'aller toute l'année mais qui veut venir régulièrement et qui pourrait acheter 10 matchs. Il y a ça dans les abonnements des parkings. Il n'y a pas forcément l'abonnement tout le temps, ça peut être abonnement nuit plus week-end. Dans les passes maintenant, il y a une segmentation avec des passes qui sont vraiment toute l'année ou des passes un peu plus dégradées avec que certaines dates autorisées. Et du coup, il y a sans doute un chemin pour avoir malgré tout une certaine forme d'abonnement,
mais de façon plus light. C'est ce que fait Urban Soccer, par exemple, l'une des marques de la Compagnie des Alpes, avec une récurrence qui est récompensée, pas forcément sur toute l'année, mais sur un certain nombre de matchs, un certain nombre de consommations. Ça peut être un chemin intermédiaire entre le billet unique et le full abonnement. Hugo, le changement, il passera par les opérateurs de billetterie, sans doute. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, peut-être, pour conclure cette conférence sur l'avenir de la billetterie ? Oui, je suis très d'accord avec ce qui s'est dit. Effectivement, il y a différents niveaux de perception aujourd'hui du revenu management. Ce qu'on pousse vraiment aujourd'hui, c'est de dire que c'est accessible à tout le monde, c'est pas réservé uniquement à des gens qui font le plein et qui vont chercher les petits pourcents, c'est aussi un gros levier pour tous ceux qui veulent optimiser leur remplissage, en commençant par là, et surtout il va y avoir différents niveaux. En fait, commencer juste à se poser la question, ce que je disais un peu tout à l'heure, essayer de redevenir un peu proactif sur ces ventes, c'est déjà commencer à mettre un pied dedans, et oui, évidemment, le mal de l'IA qui s'emballe et qui met des prix fous tout seul, c'est absolument pas ça l'objectif. Le but, c'est bien sûr de l'encadrer, c'est de lui mettre des limitations, mais entre télécharger des fichiers Excel et essayer de regarder les performances d'un match, et ça, il y a tout un univers au milieu qu'on peut adresser et s'outiller pour adresser en ayant de la visualisation en temps réel, en s'aidant avec des alertes, en ayant des propositions de prix, en ayant des projections de vente. Et voilà, tout ça, c'est des étapes intermédiaires avec de la validation manuelle, avec des analyses. Enfin, il y a une question aussi de staffing. Thibaut, dans ses équipes, ils sont plusieurs. Il y a des clubs où il y a une personne qui est responsable billetterie et qui on demande aussi de faire du management et qui potentiellement gère le merch aussi en parallèle. Ces personnes-là, il faut aussi les adresser, parce que si on veut faire bouger un petit peu tout le marché en fait dessus, il faut leur permettre de mettre un pied dedans, même si ils n'ont pas forcément la bande passante, ils n'ont pas forcément les mêmes cas d'utilisation. Et donc voilà, il y a aussi un travail de vulgarisation aujourd'hui, et c'est le but des outils de leur permettre de pouvoir mettre un premier pied dedans voilà, de façon simplifiée, et en faisant déjà un gros levier. Quand on compare avec d'autres industries qui sont voilà, beaucoup plus matures, si on prend l'industrie du transport, nous on observe des gains de l'ordre de 5 à 20% sur un marché, sur une industrie où le revenu management est déjà la norme. Donc quand on parle là d'une industrie qui, a priori jusqu'à il y a quelques années, n'en faisait pas, ou en tout cas ça reste encore la minorité aujourd'hui d'avoir ces pratiques-là, forcément la perspective elle est énorme. Et pour reboucler avec ce que tu disais au début, aujourd'hui le contexte économique et la place que prend la billetterie dans les revenus des clubs, ça ouvre une perspective qui est extraordinaire. Merci beaucoup pour cette conclusion. En bref, le mot, c'est opportunité à la fin, autour du revenu management, si je comprends bien. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je vous propose de les applaudir bien fort. On n'a pas eu le temps de prendre particulièrement des questions, mais n'hésitez pas à les rencontrer. Certains ont des stands, certains seront disponibles pour y répondre. Et merci à tous d'être venus et de nous avoir écoutés. Merci.